La Gouette, ma ville natale, est située à 400 km d'Alger. C'est une ville très ancienne, mais je précise que quand je parle de ville, je parle de la ville actuelle, c'est-à-dire la ville moderne, celle d'aujourd'hui, la ville d'aujourd'hui. Mais tout au long de cette intervention, la ville que je vais évoquer est en fait un ksar qui remonte à très très loin dans l'histoire. Comment on le sait? Parce que dans tout l'Atlas saharien où la ville est située, nous avons énormément de sites de gravures rupestres qui attestent l'établissement de l'être humain dans toute la région et particulièrement autour de la Gouette, parce que sa position est idéale au vu de la géographie des montagnes qui l'entourent et qui la protègent, et également d'un oued qui est très très célèbre et qui s'appelle le oued Mzi. Et c'est pour cette raison que depuis très très longtemps, depuis la préhistoire, on a choisi de s'établir dans cet endroit béni, cet endroit qui est un véritable petit paradis. Cette ville, son existence est attestée depuis le XIVe siècle au moins par l'historien Ibn Khaldoun, le sociologue et historien Ibn Khaldoun, qui nous en parle dans Histoire des Berbères en nous disant que cette ville oasis en fait, prospère, très connue, est habitée par les Maghrawa, qui sont une branche de la grande confédération des Zénètes, donc des Berbères. Et c'était avant l'arrivée des Beni Hillel en Algérie, qui se sont mélangés aux populations au XIe siècle. Nous avons d'autres écrivains voyageurs qui nous parlent de cette ville et de ce qu'elle est, de ce Ksar et de ce qu'il était. Et cette oasis qui compte des milliers et des milliers de palmiers, qui compte des milliers d'arbres fruitiers, sans parler des vergers, et qui suffisaient largement à la subsistance de ses habitants. Donc une ville paisible, une oasis paisible, tranquille, où les gens vivaient peut-être pas complètement heureux, mais vivaient très très bien jusqu'au jour, un jour funeste, où il va se passer quelque chose d'absolument terrible. Il y a 170 ans, le 4 décembre 1852, exactement, 6000 soldats de l'armée française, l'élite, qui était surarmée, se massent à l'entrée de la ville, qui n'était protégée que par ses remparts, et décident de la prendre d'assaut. Évidemment, quand je parle de ce jour du 4 décembre, il n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Ce jour du 4 décembre, ce funeste jour a été préparé depuis longtemps. Depuis 1844, quand les premières expéditions se sont déplacées pour étudier la configuration de la région, étudier la configuration de la ville, également les paysages et tout ce qui pouvait aider à préparer l'invasion de la ville. Et les troupes ont commencé dès le mois de septembre à venir de tous les côtés d'Algérie, d'Oran, de Médéa et d'autres régions d'Algérie, et se sont massés non loin de la ville, dans un endroit qui s'appelle l'Oued Mzi, et ont commencé des préparatifs sous la conduite de 2 généraux qui sont rentrés dans l'histoire par leur crime contre l'humanité, par leur crime de guerre. Ce sont les généraux Pélissier et Youssef. Pélissier est connu pour avoir participé aux enfumades du Dahra, où plus de 1000 personnes ont été enfumées dans les grottes. Youssef est un mercenaire qui a fait le coup de main dans toutes les batailles, dans toutes les rencontres, dans tous les crimes, j'allais dire, depuis 1830 jusqu'à son départ d'Algérie. Voilà, donc ces soldats se massent. À l'intérieur de la ville, il y a 4000 habitants. Sur les 4000 habitants, il y a
un millier à peu près de gens valides, d'hommes en mesure de prendre des armes, y compris les adolescents, et de combattre. Des tentatives de prendre la ville sont faites le 3 décembre, mais ça ne marche pas. Les Français ont beaucoup de pertes. Ils récidivent le lendemain avec les canons, font une brèche à travers les remparts de la ville et les 6000 soldats font irruption dans la ville. Et là, c'est le massacre. C'est le massacre à grande échelle. Personne n'y échappe. Vraiment, personne n'y échappe. Les enfants, les femmes, les vieillards, tout le monde est passé soit par le feu, soit par les baïonnettes. Des fleuves de sang coulés. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des témoins eux-mêmes qui le racontent, notamment Fromentin, dont je parlerai tout à l'heure. Et puis voilà, la ville est prise. Il y a près de 3000 morts, 2800 selon les estimations du général Pélissier dans ce rapport qu'il fait à l'état-major. Près de 3000 personnes sont assassinées. Donc c'est pratiquement les 3/4 de la population qui comptait 4000 âmes. Et voici ce que dit Eugène Fromentin dans son livre « Un été dans le Sahara ». L'aspect même de la ville, le silence des rues, l'air d'abandon des maisons, la solitude des marchés, je ne sais quoi de menaçant encore et de sombre, vous avertit que ce lieu vient d'être le théâtre d'événements terribles. Et même aux endroits les moins maltraités, tout indique une ville à moitié morte. Et il rajoute, et de morts violentes, et rajoute encore ceci, j'allais dire assassiné. Et assassiné, le mot, dans son texte, est en italique pour souligner la force du mot, assassiné. Donc là, on parle vraiment d'une ville qui a été assassinée, qui a été anéantie le 4 décembre. C'est ce qu'on appelle un crime de guerre. Dans la mémoire populaire, jusqu'à aujourd'hui, quand on évoque cette année-là, on ne peut pas l'évoquer sans frémir. C'est quelque chose de terrible. Et le génie populaire a trouvé cette appellation qui est Am al-Khaliya. Am al-Khaliya veut dire littéralement l'année de l'anéantissement. On sait que dans les traditions de notre peuple, les années terribles, on les marque à travers des choses. Par exemple, on dit l'année des sauterelles, on dit l'année de la crue pour Am al-Hamla, on dit l'année de la faim, on dit l'année du bon pour Am al-Boun, etc. Cette année-là a été nommée terriblement Am al-Khaliya, l'année de l'anéantissement. Qu'est-ce qu'on peut espérer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter quand il s'agit de choses qui ont trait au malheur, qui ont trait à des choses terribles comme celles que je viens de dire, sinon qu'à travers des gestes symboles, on peut faire avancer les choses. Ces derniers temps, il y a une sorte de réchauffement des relations entre l'Algérie et la France et un rapprochement des points de vue concernant les questions de la mémoire. Et ce serait très apprécié de la part des habitants de la Guadeloupe qui ont connu donc cet anéantissement, qui l'ont vécu dans leur chair il y a 170 ans, de voir restituer ce qui a été volé, ce qui a été pris par les soldats français et notamment les étendards. Il y en a 5 qui se trouvent au musée des Invalides à Paris, 5 étendards qui ont été levés par les résistants, et également une clé d'une des portes de la ville de la Guadeloupe qui a été prise par un soldat parce qu'elle était dorée et qu'il croyait que c'était de l'or, mais en fait, quand il s'est aperçu que la clé n'était pas en or, mais elle était dorée, il l'a remise au général Pélissier, et le général Pélissier lui-même l'a emmenée en France comme un trophée de guerre, un trophée en fait le trophée d'un crime. Et cette clé se trouve dans un musée
à Salon, d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France, à côté de Marseille, le musée de l'Empérie. Que puis-je dire, que puis-je espérer, si sinon de voir cette clé un jour revenir aux gens de la Gouatte et retourner au musée de la Gouatte, retourner chez les Laguatis qui sont les propriétaires légitimes. Évidemment, moi jusqu'à maintenant, je n'ai fait que mon travail de citoyen, mon travail d'intellectuel pour alerter, pour sensibiliser, pour mobiliser. Mais évidemment, l'affaire dépasse les individus, me dépasse. Maintenant, c'est une affaire entre l'État algérien et l'État français. Et j'espère voir une issue heureuse à cette histoire.